bonjour. Bonjour Francis. Bonjour Aline. Je suis Aline Chapulio de la société NG Green. J'accueille ici Francis Oriol, qui était éleveur au vin, avec qui on travaille depuis plusieurs années et qui a un parc solaire sur son exploitation. Donc, Francis est éleveur dans l'Aude, sur la commune de Fangeau très exactement. Il a un cheptel d'ovins d'une centaine de têtes, qui a déjà grossi d'ailleurs depuis. C'est des ovins de race rouge de l'Ouest. L'exploitation fait un peu plus de 130 hectares, donc 40 hectares sur la commune de Fangeau, et puis un parc solaire qui est venu s'insérer dans son exploitation, un parc solaire de 27 hectares. C'est les images que vous voyez d'ailleurs sur l'écran. Francis est exploitant, donc exploitant au vin, et c'est son frère Gérard, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui a initié ce projet, qui est à l'origine du projet. Peut-être que pour commencer, Francis, vous pouvez nous rappeler un peu, Gérard n'est malheureusement pas là, mais quelles étaient les motivations de votre frère quand il s'est lancé dans cette aventure? Bonjour tout le monde. Oui, c'est mon frère effectivement qui a initié ce projet. Donc en fait, ça a débuté exactement dans les premières années 2000. Il était réellement en difficulté financière. Il a investi énormément dans une stabulation libre pour bovins dans les années 2003. Oui, c'est ça. Et du matériel de fenaison. Et à partir de là, ça n'a pas pu continuer à suivre. À partir de là, il s'est mis à chercher une autre activité qui pourrait lui dégager un revenu supplémentaire. Et à l'époque, nos parents étaient abonnés à la France Agricole. Voilà. Donc un jour, à la fin de la revue, il a vu un article qui parlait un petit peu des nouvelles énergies, voilà, des panneaux solaires qui pouvaient être implantés sur les terres ou éventuellement sur les toitures. Voilà, tout simplement. Donc en fait, il s'est dit pourquoi pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléphoné Solaire Direct à l'époque, qui est devenu à l'heure actuelle NG Green. Voilà. Il les a contactés, ils sont venus, ils se sont déplacés, et à partir de là a débuté le projet. Voilà. Donc on parle là déjà des années 2009-2010. Voilà. Depuis le 11 mars de cette année, 11 mars 2003, il y a la loi AER, la loi Accélération des énergies renouvelables, qui a été publiée. La notion d'agrivoltaïsme, elle a été enfin définie dans ces textes. Comme l'a dit Francis, son projet date d'avant cette notion d'agrivoltaïsme. Pour autant, la famille Oriol, finalement, ils étaient déjà un peu précurseurs de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'agrivoltaïsme. Cette loi, elle dit bien qu'il s'agit de coupler sur une même terre une activité agricole et une activité de production électrique. L'activité agricole doit vraiment être prioritaire. L'enjeu, c'est de maintenir l'activité et même de développer l'exploitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ce projet a maintenu l'activité agricole? Comment est-ce que ça a facilité le développement de l'exploitation? Alors, c'est pas difficile. Un tel projet dégage un revenu. Voilà. Et en plus, il était basé sur un long terme. Donc, grâce à ce projet, on a pu pérenniser l'activité agricole. Donc, mon frère Gérard, bien sûr, avait des bovins viande. Il a arrêté les bovins et s'est mis à acheter des brebis, une centaine de brebis. Et après, des problèmes de santé pour mon frère Gérard sont arrivés. Et donc, moi, j'ai pu m'installer. Enfin, il est venu me chercher, me demander, puisqu'en fait, moi, j'étais le seul de la fratrie, puisque nous sommes 6 frères et sœurs, qui avaient un lien avec l'agriculture. Donc, la famille m'a demandé de reprendre l'exploitation. Donc, voilà. Donc, en fait, on a pu continuer l'activité agricole et grâce à ce projet, on peut continuer à la maintenir. Voilà.
La loi accélération des énergies renouvelables du 11 mars dernier, elle précise bien que l'agrivoltaïsme, c'est une double activité sur un terrain, mais elle indique bien aussi que le photovoltaïque doit rendre un service à l'exploitation, un service de protection climatique, un service d'adaptation au changement climatique, un service pour le bien-être animal. Maintenant, Francis, vous êtes l'exploitant Tout à fait, c'est moi maintenant. sur ce parc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel service vous rend cette installation solaire dans votre quotidien d'exploitant et pour vos bêtes? Tout simplement, c'est bête, mais en fait, ça amène des toits pour mes brebis. Voilà, tout simplement. C'est peut-être rigolo, c'est à mon niveau, mais ça amène des toits, ça protège des intempéries, du soleil et de la pluie. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, je suis dans le sud, dans le 11, et il fait énormément chaud. Et donc, c'est vrai que mes brebis sont tout le temps sous ces mini-toits, moi j'appelle ça. Voilà, tout simplement. Et ça les protège aussi de la pluie. Voilà. Après, l'avantage de ces parcs, puisque ce sont des parcs, il y a exactement 2 parcs, mes bêtes sont protégées par une jolie clôture qui est quand même haute de 2 mètres. Il a fallu quand même que je la renforce un petit peu par une clôture électrifiée parce que nous sommes dans une zone où il y a le loup. Donc voilà, donc mes bêtes sont protégées et je suis tranquille, voilà, tout simplement. Voilà. Si on fait un petit retour en arrière, si on remonte à l'origine du projet, vous avez cité tout à l'heure 2008 ou 2009, je crois. Ça fait un moment déjà. Je crois que le parc il a été mis en service il y a 2 ans environ, ce qui fait qu'il s'est passé plusieurs années entre l'idée de votre frère et la construction. Alors, facile, long fleuve tranquille ou parcours compliqué? Comment vous l'avez vécu, vous, de votre côté? Alors, je ne fais que répéter les paroles de mon frère, puisque c'est lui quand même qui est à la base de tout ça. Donc si on reprend ces paroles, ce n'est pas un long fleuve tranquille, au contraire, c'est un parcours du combattant. Voilà, tout simplement. Il faut avoir de la patience, parce qu'en fait, pour que le projet puisse naître, du moment qu'il y a eu le premier contact avec Solaire Direct jusqu'à l'inauguration, se sont écoulés 11 ans. Donc, il faut avoir de la patience, voilà, tout simplement. Donc, au tout début, ça a commencé... Alors, j'ai pris des notes, bien sûr, parce que, bon, moi, je n'ai pas vécu ça. Il a fallu obtenir l'acceptabilité un petit peu du voisinage par rapport à l'implantation de ce projet. L'acceptation de la commune, bien sûr, avec tout le conseil municipal, mais la commune a vu son intérêt un petit peu là derrière, que ça pouvait ramener quelque part un petit peu de monnaie dans les caisses, on va dire comme ça. Une fois qu'il y a eu l'acceptation là, du projet par le voisinage et par la commune, il a fallu faire des études. Voilà, donc la commune a lancé des études sur la faune, sur la flore, sur l'hydrique et sur le géologique. Voilà. À partir de là, il y a eu une révision du plan local d'urbanisme, si je me souviens bien. C'est-à-dire que les terres étaient strictement agricoles. Il a fallu les passer en terres agricoles à vocation industrielle, à production d'énergie renouvelable. Voilà. Une fois que... Alors tout ceci a été mené, cette enquête a été menée avec un commissaire enquêteur qui a été désigné par le tribunal administratif, si c'est bien ça. Voilà. Donc, il y a eu... c'est ressorti positif. Voilà. Après, il y a eu... Je vous fais ça rapidement quand même. Il y a eu un dépôt de permis. Tout ça diligenté par
un commissaire enquêteur, il me semble bien. Donc il y a eu un avis favorable, ce rapport a été mené sur le bureau du préfet, et le préfet a donné son accord. Voilà, tout simplement. Du moment que la préfecture donne son accord, à partir de là, a pu se dérouler les premières fouilles archéologiques, pour voir s'il n'y avait pas de site bien précis sur l'exploitation. Là, déjà, on se trouve sur l'année 2019. Donc, il s'est écoulé quand même du temps. Et à partir de là, le début des travaux, en 2020, exactement novembre 2020, il me semble bien, jusqu'en juillet 2021, sur un laps de temps très court, pour la simple et bonne raison qu'en face, le site se trouve, comment on appelle ça, un camping classé Gîte de France. Donc en fait, il ne fallait pas perturber la clientèle. Voilà, tout simplement. Et l'inauguration qui a été le 9 novembre 2020. T1. Voilà. Donc un long parcours, en effet. Et donc vous avez parlé de la construction, du chantier qui allait relativement vite, mais qui a investi dans la centrale? Est-ce que vous avez investi quelque chose dans la centrale? Non, absolument rien, sauf du temps que mon frère a passé, voilà, tout simplement, pour le montage du projet avec Angie, et c'est tout. Pas $1. Voilà. Et pendant cette phase de construction, qu'est-ce qui a été important pour vous pour que la prairie reste en bon état? Qu'est-ce qui était important pour vous et pour votre frère? Qu'est-ce qui était primordial? Est-ce que vous avez fait passer des consignes? Pour que vous puissiez retrouver un terrain agricole pour travailler correctement? Alors, l'objectif, bien évidemment, vu que c'était des prairies qui ont été implantées, je pense, bien avant moi, puisque moi, à l'heure actuelle, j'ai 48 ans, j'ai toujours connu les prairies. Donc, en fait, l'objectif était de maintenir ces prairies et surtout de ne pas les abîmer. Voilà. Et s'il y avait, bien évidemment, quelques ornières créées en période humide, c'était de les reprendre et de remettre les prairies en état. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Et après, la demande de mon frère était quand même de mettre les lignées de tables photovoltaïques à une certaine distance pour pouvoir quand même faucher mécaniquement, si nécessaire, au cas où les moutons ne mangeraient pas toutes les plantes. Et Dieu sait qu'il y en a, des mauvaises plantes. Voilà. Et revenons maintenant à votre exploitation. Vous êtes éleveur. Vous avez commencé avec une centaine de bêtes. Oui, c'est le cheptel a un peu grossi. Vous nous donnerez quelques chiffres. Voilà. Est-ce que vous avez observé des comportements particuliers sur les bêtes, mais aussi sur la prairie, depuis que ce parc solaire est installé? Voilà, comment se comporte le troupeau? Voilà, comment vous travaillez? Tout simplement, je n'ai rien changé, absolument rien. Je n'ai absolument pas du tout observé de comportement bizarre sur mes cacahuètes, puisque je les appelle comme ça, mes brebis, moi. Non, pas de problème particulier, pas d'avortement, rien du tout. Pas de nuisance sonore, parce que le parc n'a pas de nuisance sonore. C'est quand même un gros avantage. Donc voilà. Après, la seule chose qu'on a pu remarquer, en collaboration avec la Chambre d'agriculture, c'est qu'en fait, eux déjà, à la base, étaient réticents par rapport au projet, sachant que quelque part, il y aurait moins d'herbe sous les panneaux. Donc en fait, on a pu constater que sous les panneaux, l'herbe reste beaucoup plus verte, même en période très sèche. Voilà. Voilà. Bon, là, c'est en période de printemps. Là, c'est normal. Mais à l'heure actuelle, ou qui n'a pas plu depuis très longtemps, c'est vert sous le panneau et sur l'arrière. Voilà, tout simplement.
Bon, bien sûr, après, entre les lignées, c'est sec comme partout, quoi. Voilà. Des projets de solaire sur des terres agricoles, c'est un sujet qui divise, qui partage. Certains diront que ça revient à avoir un site complètement anthropisé, industriel. Vous, quel sentiment vous avez, et peut-être aussi les gens de la commune avec qui vous échangez, les riverains, vos collègues agriculteurs? Voilà, c'est quoi votre retour, et c'est quoi le retour des gens de la commune? Au début, il y a eu quelques réticences, bien évidemment. Il y a toujours des gens qui ne sont pas pour ces projets-là. Bon, c'est tout à fait respectable, parce que c'est tout à fait nouveau, c'est normal, je le respecte. Il y a toujours encore quelques petits commentaires, bien sûr, que je prends par les dents quand j'en rencontre quelques-uns. Bon, c'est comme ça fait partie du jeu, c'est normal. Je ne me sens pas au milieu d'un site industriel, non, parce qu'en fait, il faut y descendre, il faut y être au milieu, tout simplement. Et après, à partir de là, voilà, oui, c'est sûr, ça a changé un petit peu le paysage, il ne faut pas se leurrer. Ouais, ça a changé totalement le paysage, mais après, ça rentre dans les mœurs, ça rentre dans le visuel, voilà, tout simplement. On a fait en sorte, Angie a fait en sorte de travailler avec les écologues aussi pour pouvoir implanter des haies brise-vue tout autour. Bon, ça n'a peut-être pas marché la première année parce que c'est tombé l'année dernière, il a fait que pleuvoir. Il a fait que de la sécheresse, voilà, excusez-moi. Et donc voilà, non, après bien sûr, bon, il y aura toujours des réticences, mais bon, non, après moi, non, je ne me sens pas au milieu d'un site industriel, non. Voilà, je suis chez moi, je suis sur mon exploitation, elle est restée telle qu'elle était comme à l'époque, sauf que maintenant, eh bien, il y a des toits pour mes brebis. Voilà, j'y reviens. Vous avez commencé avec 100 bêtes, aujourd'hui il y en a un peu plus. Oui. Voilà, comment vous voyez la consolidation de votre exploitation, à quel niveau de cheptel vous voulez arriver, et puis voilà, ce nouveau projet dans votre exploitation, ça vous permet de travailler comment dans votre exploitation? Est-ce que vous avez des investissements qui sont prévus? Est-ce que vous avez des projets qui viennent se mettre derrière ce projet-là? Comment vous voyez les choses avec votre frère? Alors, déjà, grâce à ce projet, il ne faut pas se mentir, ça me dégage un revenu. Voilà. Donc, à partir de là, je peux investir, et j'ai une prévision d'investir, d'agrandir la stabulation libre de bovins, de la transformer totalement en bergerie pour agrandir un petit peu mon troupeau. Donc à l'heure actuelle, bon, au tout début c'était 100 premières brebis. Là, à l'heure actuelle, je suis à 174. Je vais monter certainement à 200 brebis. Je n'irai pas chercher au-delà, parce qu'après il y aurait peut-être un surpâturage dans les parcs. Donc ça ne sert à rien, parce qu'il faudrait que je complémente, donc ce n'est pas la peine. Ça m'a permis d'investir dans du matériel. Voilà, tout simplement, pour que je puisse continuer mon activité fourragère à côté. Donc oui, j'ai des projets. Et, voilà. Et donc vous diriez que ce projet, il est compatible avec votre exploitation, ou est-ce qu'il est utile à votre exploitation? Il est compatible, puisqu'on peut très bien élever des animaux dessous. Voilà, il faut l'adapter pour les animaux. Et pour moi, il est totalement nécessaire. Voilà. Et donc le parc, voilà, il est là depuis 2 ans. Donc il y a 2 activités sur un même site, une activité de production agricole et une activité de production électrique. Comment ça se passe, la relation avec les équipes d'Engie Green qui assurent l'exploitation et la maintenance du parc? Comment vous cohabitez? Comment ça se passe au quotidien? Parce que, voilà. Alors, je ne suis pas là pour faire la publicité à Engie Green, hein, mais franchement, non. Comme dans le tournage que j'ai dit sur la France agricole, franchement, une très bonne équipe. Chaque fois que j'ai appelé,
J'ai eu des retours complètement positifs. Ils sont très à l'écoute. Non, franchement, très bien. Les intervenants qui sont régulièrement aussi sur le site sont à l'écoute, respectent le cheptel, parce que ça pourrait arriver que des fois, on oublie un portail, de refermer un portail et que les brebis partent. Non, ils se sont aperçus qu'il y avait des moutons. Donc non, j'ai jamais eu de problème pour le moment. Pour le moment, c'est comme ça. Et j'espère que ça durera et que ça continuera. Voilà, tout simplement. Non, franchement, très bien. Bravo. Et pour finir, dernière question, Francis. Si c'était à refaire, Gérard, votre frère, qu'est-ce qu'il dirait et vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Si c'était à refaire. Oh, si c'était à refaire, je pense que Gérard, vu qu'il a arrêté son activité maintenant, ce n'est plus lui, mais c'est moi, je pense qu'il le referait. Parce que maintenant, à 200%, on en a discuté, il le referait. Il le referait. Ah oui, même éventuellement, si on pouvait agrandir encore, on le ferait. Franchement, oui. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et moi, je suis pour aussi. Voilà, je suis pour. Voilà. Bah écoutez, merci Francis pour ce témoignage. C'était un retour d'expérience qu'on voulait partager. Merci de nous avoir donné la possibilité d'aller sur votre exploitation et de tourner les images. Je ne sais pas au niveau du temps si on peut prendre pas de questions ou des questions. En tout cas, Francis, il a encore un petit peu de temps avec nous cet après-midi. Donc si vous voulez partager plus en détail son expérience, je pense que sera disponible. Oui, tout à fait, je le suis. Bon, après, il ne faut pas rentrer trop dans les détails, parce que là, il faudrait téléphoner à mon frère ou faire une vidéoconférence, parce que là, moi, je ne sais pas trop quand même. Voilà. Bon, mais merci encore une fois d'être venu jusqu'à nous pour nous témoigner votre expérience. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on a 3 ou 4 minutes, donc si vous avez des questions pour NJ Green ou pour Francis, c'est maintenant. N'hésitez pas, hein. Je suis en forme maintenant. Oui, c'est la première phrase, juste après, bon, on envoie. Hein. Alors, je vais rester... Merci encore une fois, Francis. Moi, je vais rester ici. Je vais accueillir Catherine Picon-Cochard. Qui va se présenter, mais qui représente l'INRAE, puisque NJ Green et INRAE ont un projet en commun qui s'appelle le projet Camélia. Bien, rebonjour. Alors, je suis toujours Aline Chapulio et toujours de la société NJ Green. Catherine Picon-Cochard se présentera tout de suite. Un petit point d'échange sur le projet Camélia. Camélia, c'est une solution agrivoltaïque de haies solaires bifaciales, donc des panneaux qui sont installés à la verticale
placés à la queue leu-leu, ça forme des lignes, des haies, c'est pour ça qu'on appelle ça des haies solaires. Et on a un prototype qui est installé à peu près 30 à 40 km d'ici, sur la commune de L'Accueil. Et c'est un projet qu'on a monté en partenariat avec INRAE et aussi l'Herbipole. Alors, vous voyez quelques images du prototype. Juste en toute petite intro, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a le décret le 11 mars dernier de la loi accélération des énergies renouvelables qui a été publié le 11 mars. Les décrets liés à cette loi vont paraître d'ici quelques semaines. Pour autant, c'est un texte qui était dans les tuyaux depuis longtemps, hein. Ça n'a pas été une surprise quand le texte est sorti. Donc en préfiguration de ce texte, côté NJ Green, on voulait travailler sur une nouvelle solution agrivoltaïque à destination de l'élevage bovin, en plus des autres solutions comme celles qu'on vous a présentées avant ou d'autres formes. Et c'est à ce moment-là qu'on a travaillé sur le design de cette solution de haies solaires. Et puis on a voulu très très vite faire sortir de terre un prototype et pouvoir le tester on va dire, dans une situation normale. Et on voulait adosser à ce prototype un programme de recherche. Et donc nous avons échangé avec INRAE et Herbipole, et puis on est tombé d'accord sur l'intérêt de monter ce prototype. Donc aujourd'hui, on a un projet de 5 ans, avec 3 ans et demi de programme de recherche. La construction a eu lieu fin d'année dernière, donc aujourd'hui il est installé depuis 1 an. Et on voulait faire un premier état des lieux avec vous. Donc vous voyez quelques images du site de l'accueil. Je vais laisser la parole à Catherine qui va se présenter et puis qui présentera un certain nombre d'informations. Eh bien, bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Donc moi, je suis Catherine Picon-Cochard, donc je suis chercheur à INRAE, à Clermont-Ferrand, donc dans une unité de recherche qui travaille sur les prairies permanentes, l'UREP. Donc là, j'ai listé un certain nombre de collègues. Donc on travaille en collaboration avec l'unité expérimentale Herbipole, INRAE aussi. Donc merci à l'ensemble des collègues, parce que sans vous, ça ne serait pas possible. Voilà, donc du coup, avant de rentrer directement sur ce qu'on a obtenu sur Camélia, je pense que c'est important de revenir quand même sur le contexte, et notamment les défis de l'agriculture au XXIe siècle. C'est de produire à la fois une alimentation saine et aussi respectueuse de l'environnement. Sachant que le monde agricole fait face à des changements importants, notamment dans l'utilisation des terres, avec une augmentation de l'artificialisation des sols, la déprise agricole aussi qui joue un rôle important, et puis au niveau du changement climatique, une aridité croissante, et donc plus de sécheresse dans le temps. On sait par ailleurs qu'au niveau des prairies, sur l'écart de 1970 à 2010, on a eu une baisse assez importante des surfaces en prairies de l'ordre de 30%. Ces prairies permanentes, elles ont plein de richesses. Elles sont source de richesses multiples et je pense que c'est important de le rappeler. Bien sûr, au niveau agricole, alors on a des services au niveau agricole. Je suis désolée, le pointeur ne marche pas bien. Grâce aux prairies, on peut alimenter les herbivores domestiques, produisent du fourrage. On en déduit des produits de l'agriculture, le lait, la viande. Pour le monde non agricole, on peut aller se promener donc on a des beaux paysages. Donc au niveau culturel et social, elle joue aussi un rôle très important. Et puis peut-être ce qui est moins connu, c'est le lien avec l'environnement. Donc elle joue un rôle de support, notamment préservation des sols. Elles maintiennent le cycle des nutriments, la production primaire. Les communautés végétales, la biodiversité est aussi très importante dans ces systèmes-là. Et puis, dans la régulation de la qualité des eaux, les crues, elle limite l'érosion des sols, elle contribue à réguler le climat parce qu'elle stocke de grosses quantités de carbone dans les sols. Et puis, il y a beaucoup de pollinisation qui s'y crée. Donc, vraiment, les prairies permanentes sont source de richesses multiples pour les activités humaines. Mais en même temps, donc, elles sont menacées par le changement climatique. Donc on a moins de fourrage, on a les sols qui se dégradent, la qualité de l'eau et de l'air qui baisse, on peut avoir des pertes d'espèces aussi.
ça peut contribuer au mal-être animal. Donc il y a vraiment de grosses menaces qui pèsent sur les prairies permanentes. Donc en termes d'adaptation, nous, en ce qui concerne les travaux de recherche, on se pose des questions sur quelles espèces pourraient être plus adaptées à répondre à ces conditions d'aridité croissante, d'avoir peut-être plus d'espèces aussi dans les prairies. Au niveau agricole, il y a certainement des pistes à développer en termes d'adaptation, proposer de nouvelles pratiques, peut-être s'inspirer aussi de ce qui se passe déjà dans le sud, en zone méditerranéenne, avec les parcours, faire évoluer les dates des pratiques agricoles, jouer sur la mixité des tripots. Je mets des points de suspension parce qu'en fait, il n'y a pas une solution unique et il faut travailler un ensemble de pratiques. Les sols jouent aussi un rôle très important en termes de réserve utile. Et plus il y a de matière organique dans les sols, et plus les sols sont profonds, et plus en fait ça ralentit en fait la problématique de sécheresse. Et puis l'ombre peut jouer aussi un rôle très important pour limiter ou réduire la déshydratation de la végétation. Alors il y a déjà des choses qui existent, le sylvopastoralisme, l'agroforesterie, les haies. Donc, c'est pourquoi on en arrive à la problématique de l'agrivoltaïsme. Alors, petit rappel sur ce que c'est. Je ne parle pas du côté réglementaire. Donc là, il s'agit de combiner, partager sur une même surface une production agricole et une production d'énergie solaire pour rechercher la synergie. Là, on est sur la recherche de synergie. Et l'agroforesterie, c'est une source d'inspiration, puisque sous ombrage des arbres, il y a une production agricole qui est possible. Donc la synergie est possible avec les panneaux solaires si la densité de panneaux est pas trop importante. Et puis il faut aussi trouver des plantes qui puissent résister à l'ombrage sur le long terme. Alors là vous avez une photo aérienne, merci Engie pour m'avoir passé cette photo. Donc on a le dispositif, donc c'est 1 hectare à peine de prairies permanentes, avec 9 haies solaires verticales bifaciaux, avec 2 espacements. On teste 2 espacements, 18 mètres et 12 mètres. Et pourquoi on s'est mis là? Parce que vous avez, donc là c'est orienté nord-sud, vous avez au nord là une parcelle témoin. En fait on a 2 parcelles. On a 2 parcelles qu'on suit depuis 2002 au niveau INRAE. Donc on fait un suivi sur le long terme en fait, de 2 parcelles qui sont pâturées par des bovins, avec deux chargements contrastés. Et donc, vu qu'on a ces références depuis 20 ans, et on a mesuré plein de variables, on s'est dit que c'était assez idéal en fait, de placer le dispositif Camélia juste à côté. Donc, sur Camélia, on a du pâturage bovin et de la fertilisation comme on a sur ce dispositif. Bon, je vais y revenir par la suite. Alors, donc on s'est installé, du coup, le projet, c'était sur une prairie, donc vous avez la vue à gauche avant chantier. Donc tout l'intérêt, là, c'est de pouvoir suivre l'effet du chantier, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent. On travaille sur d'autres sites où, en fait, c'est déjà installé. Donc pour évaluer l'effet du chantier, c'est pas possible, parce qu'on arrive, c'est déjà fait. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc on a pris des photos avant, au début de chantier, pendant le chantier. Il y a un certain nombre d'engins qui sont venus pour installer les panneaux, et donc ça, c'est pas neutre non plus pour la prairie. Il y a eu un certain nombre de zones qui ont été arrachées pour tout simplement installer les panneaux, ou pour faire des premières études, l'étude géotechnique notamment. Et là, on a estimé qu'en fin de chantier, on avait à peu près 11,5 de la surface qui était en sol nu. Donc là, on va suivre dans le temps l'évolution de cette surface. Alors, on va pouvoir suivre aussi le tassement du sol. Est-ce que le passage de ces engins de chantier a contribué à tasser le sol? Donc, pourquoi le tassement du sol? C'est vraiment très important pour le fonctionnement de la prairie. Ça joue sur l'infiltration de l'eau, la porosité du sol. Si on a un sol trop tassé, on a des plantes qui poussent mal, une croissance racinaire qui se fait mal. Le cycle de l'eau et des nutriments est perturbé, et puis le stockage du carbone peut être aussi bloqué. Donc on a réalisé des campagnes de suivi. Les petites croix, là, c'est les points où on est allé faire des mesures. Et on a aussi fait des mesures sur notre site intensif. Et on a fait ça donc fin août avant la mise en place des panneaux, au mois d'avril de cette année avant l'entrée des animaux. Et puis on va suivre ça tous les ans à la fin août.
Voilà, on a fait des prélèvements pour évaluer les stocks de carbone. Donc on a prélevé du sol jusqu'à 60 cm de profondeur ou 1 mètre. Les pratiques agricoles, donc alors malheureusement on n'a pas pu se caler exactement sur la parcelle témoin. On est parti sur du pâturage tournant. Alors pourquoi ? Parce que avec du pâturage continu, on ne pouvait pas faire des mesures au niveau atmosphérique en fait. Ce qu'on appelle le microclimat aérien, température de l'air, vent, etc., pluviométrie. Avec les animaux, ce n'est pas possible. Donc on est parti sur du pâturage tournant, donc avec des séquences de pâture d'environ 3-4 semaines. Et entre ces séquences-là, on installe nos capteurs pour faire nos mesures. Vous avez sur la partie basse donc la fertilisation minérale. Donc j'ai pris une photo du tracteur. Donc voilà, on a un collègue qui vient épandre l'engrais donc en passant dans les haies. C'était un peu ce que souhaitait aussi Engie, savoir comment ça se passe si on doit appliquer de l'engrais. Donc là, on a commencé à le mettre en place cette année, donc avec les 3 dates d'application. Alors là, pour lancer le time-lapse, je ne sais pas si ça va être facile. En fait, ce time-lapse, c'est pour vous montrer un peu comment l'ombre évolue dans la journée. Donc là, c'est très tôt le matin, on est à 5h50. Non, ça ne marche pas. Donc on va voir passer les zones d'ombre. Donc ça, c'est très tôt le matin. Voilà. Donc là, on est vers 11h. Midi solaire, il n'y a plus du tout d'ombrage. Et puis l'après-midi, on se retrouve sur une autre vague d'ombrage. Voilà. Donc là, nous, notre protocole, on a essayé de le caler pour essayer de capturer ce qui se passe dans la journée. Et ça multiplié sur X jours. Alors évidemment, il n'y a pas... Ah bah voilà, c'est moi qui le lance. Ça recommence. On voit les cages au milieu. Là, ça permet de suivre en fait, la croissance de l'herbe sous les panneaux. Voilà, donc pour suivre le microclimat aérien, on a un certain nombre de capteurs pour mesurer les précipitations, température de l'air, rayonnement, vitesse et direction du vent, l'humidité de l'air aussi. Pour le sol, alors là par contre on a installé des capteurs qui sont en permanence dans le sol, donc on les a distribués sur le site à différents endroits. Donc on a au nord en fait nos capteurs sur la partie témoin, et puis après on s'est mis... dans les interrangs 12 mètres et 18 mètres, à différentes distances des panneaux, de part et d'autre des panneaux, pour essayer de capturer ce qui se passe là dans la journée. Donc on a en tout 42 capteurs. Et on a les mêmes capteurs sur la parcelle témoin. Bon, ça donne ça, hein, ce type de résultat. Donc j'ai mis aussi, donc les couleurs, c'est l'humidité du sol au cours du temps. Et puis le gris, c'est les précipitations. Alors cette année, il a fait chaud, mais on a eu quand même pas mal d'eau. Donc on voit bien que les capteurs réagissent aux précipitations. Hein. Et puis quand on regarde un peu les résultats, finalement, il n'y a pas tant d'effet que ça. Alors c'est vrai que là, les lettres sont un peu trompeuses. C'est-à-dire quand on a 2 lettres différentes, ça veut dire que d'un point de vue statistique, c'est différent. Donc on présente nos résultats toujours le témoin sur la gauche, puis après on se rapproche des panneaux petit à petit quand on va sur la droite. Donc en gros on a le témoin à gauche et puis à droite on est sous les panneaux. Donc il y a vraiment très peu d'effets, c'est vraiment pas significatif hein, en termes pour les plantes en tout cas. Et puis ça rend compte aussi d'une certaine variabilité spatiale qu'on a sur le dispositif. Pour la température du sol, ça suit très bien en fait les variations de température de l'air. Alors là, on a un peu plus d'effet, on va dire. Donc notre témoin qui est à gauche, hein, il a une température du sol qui serait un peu inférieure à ce qu'on a entre les panneaux. Et puis sous les panneaux, on est carrément beaucoup plus froid, on va dire entre 1 et 1,6 degrés. Donc quand on se rapproche des panneaux, la température baisse. Alors sous les panneaux, on l'interprète par le fait qu'on a quand même pas mal de sol nu. Et donc ça doit jouer aussi sur la température du sol parce que la végétation a quand même un pouvoir tampon. Et en général, ça limite le refroidissement du sol. Donc là, on pense que c'est lié au sol nu. Donc on verra bien comment ça se comporte dans le temps. Et ensuite, on a essayé de capturer ce qui se passait dans la journée.
Donc quand on fait de la biomasse, par exemple, c'est de la quantité de fourrage et c'est le pas de temps, il est sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ça veut dire que ce qui se passe dans une journée, on ne le capture pas forcément avec ces données de biomasse. Et donc là, nous, on s'est intéressé en fait à la transpiration des plantes qui fluctue en fonction de la disponibilité en lumière. Alors ça, c'est une petite photo de stomates. Alors les stomates, c'est des petits pores qu'il y a sur les feuilles et qui permettent en fait la sortie de vapeur d'eau. Donc quand les plantes transpirent, utilisent de l'eau, prélèvent de l'eau dans le sol. Ensuite, cette eau est transpirée au niveau de sort des feuilles et ça sort par ces petits stomates. Et on peut mesurer l'ouverture ou la fermeture de ces petits stomates. Et donc, on a fait un certain nombre de mesures entre le matin et l'après-midi. Alors, le M et AM. Le M, c'est matin et AM, c'est après-midi. Sur votre gauche, voilà, on a toujours pareil, on a notre contrôle. Ensuite, on a le centre. Donc, on a des conditions de rayonnement assez similaires entre le contrôle et le centre, ce qui est un peu normal. La barre bleu clair, en fait, ça correspond à une position à l'est des panneaux. Et donc, à l'est les panneaux le matin, on a de la lumière. Voilà. Tandis que lorsqu'on prend l'avant-dernière barre, le bleu, le M, à l'ouest des panneaux le matin, il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. Et inversement, entre le matin et l'après-midi, comme je vous ai montré le time-lapse. Et en même temps, donc voilà, on a ça, on a une baisse de rayonnement le matin, entre le matin et l'après-midi pour côté est, et une augmentation de rayonnement côté ouest. Ça se traduit aussi en termes de température, parce qu'il n'y a pas que les variations de rayonnement, ça va jouer sur la température de l'air. Donc ça se traduit aussi par une augmentation de la température de l'air entre le matin et l'après-midi. Et côté ouest des panneaux, on a plus 7 degrés quand même de différence. Et donc ça s'est traduit en termes d'ouverture de stomates. Donc plus les valeurs sont élevées, plus les plantes transpirent. Donc quand on est en pleine lumière, les plantes utilisent de l'eau. Donc quand on a des conditions de rayonnement élevées, il n'y a pas de problème. Quand on a une baisse du rayonnement, les stomates se ferment un peu. Et ce qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est côté ouest, le fait de remettre du rayonnement, ça n'a pas permis aux plantes de réouvrir leurs stomates. Et en fait, on l'interprète par le fait qu'il y a plus 7 degrés. Donc l'après-midi, côté ouest, en fait, on est en conditions plus stressantes pour les plantes. Donc on va faire l'hypothèse pour les prochaines années. On verra si cette hypothèse, on arrive effectivement à la valider. C'est que côté est des panneaux, en fait, on aurait des plantes qui seraient moins soumises au stress hydrique l'après-midi que côté ouest. Là, ça va peut-être vous parler un peu plus, là, la biomasse. Donc, on a fait des mesures, en fait, sous cage. Parce que vous le savez bien, quand il y a des animaux, les animaux prélèvent l'herbe et puis on ne sait pas vraiment le potentiel de croissance de la prairie. Donc là, en ayant une repousse sous cage, ça permet vraiment d'avoir accès en fait, à ce potentiel de croissance. Donc on a distribué nos cages sur le dispositif, dans la partie nord, la partie sud, dans l'interrang et à différentes distances des panneaux. Et voilà ce que ça donne, donc sur différentes dates, du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Quand ça veut dire NS, ça veut dire que c'est tout pareil. Et on a juste un petit effet fin juillet. Bon, c'est-à-dire que l'intensif, notre parcelle témoin, semble produire un petit peu plus que notre contrôle. Bon, il n'y a que sur cette date-là qu'on a cet effet-là. Bon, donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une prairie qui produit de l'herbe et qui est peu influencée par les panneaux après 1 an de présence des panneaux. Donc pour conclure, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, ça va. Donc on a mis en évidence qu'à l'échelle de la journée, les plantes étaient capables de s'adapter. Donc on a une réponse, les réponses observées sont les réponses attendues, on va dire. Et avec ces histoires de côté est et côté ouest des panneaux qu'il va falloir un peu creuser pour les années suivantes. Et puis, on a encore pas mal de choses à analyser, le microclimat aérien, la partie sol, la qualité du fourrage, le comportement animal. Et puis, voilà, un petit warning à la fin pour dire que malgré tout, on a encore un manque de recul sur ces premiers résultats. C'est des résultats assez tout chauds, donc il nous faut un peu de temps aussi pour avancer sur les interprétations. Et donc, voilà, je laisse la parole à Aline. Merci Catherine. Juste pour terminer, donc, c'est une expérimentation qui se poursuit, puisqu'on donc la première année passée, on a encore
À minima 2 ans de collaboration, 2 ans de travail pour valider les observations et pouvoir parler de résultats. En parallèle, nous, on continue de travailler. Côté NJ Green, on continue de travailler sur l'amélioration technique de la solution. On a déjà cogité à des améliorations. Et puis, on se rend compte de 2 choses aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas une solution agrivoltaïque duplicable à l'infini. Toutes les exploitations sont très différentes. Les besoins des exploitants sont très différents. Donc, Camellia, aujourd'hui, on se rend compte que ça peut se combiner avec d'autres solutions agrivoltaïques au sein d'une même exploitation. C'est l'image que vous avez ici à gauche pour illustrer. Aujourd'hui, on travaille avec des exploitants avec plusieurs solutions agrivoltaïques au sein de leur exploitation parce que leurs besoins méritent qu'on travaille sur 2 designs différents au sein de l'exploitation. Et puis la photo de droite, c'est montrer aussi qu'on est en train de travailler sur l'adaptation de Camellia en grande culture, puisqu'on a des céréaliers qui sont rapprochés de nous, et aussi des grands maraîchers, type par exemple des producteurs d'asperges, qui nous ont témoigné d'un certain nombre d'enjeux et de besoins au sein de leur exploitation, et on pense que les solaires peuvent en partie y répondre. Donc on est en train de travailler sur des projets sur de la culture annuelle ou du grand maraîchage, comme vous le voyez ici à droite, avec des questionnements différents, un design aussi un peu différent. Mais voilà, la démarche Camellia est complètement enclenchée en parallèle du prototype et du programme de recherche avec INRAE et Herbipol. J'en profite pour saluer Gabriella, Priscilla, voilà, qui travaillent activement sur le proto. On a terminé sur ce qu'on voulait vous partager. Émilie, au niveau timing, je ne sais pas si on a encore quelques minutes, s'il y a des questions. Profitez de la présence de Catherine. Et puis s'il y a des questions pour côté Société NJ Green, on y répondra aussi également. Des effets. Est-ce que vous avez constaté des effets sur le zéro de végétation au printemps par rapport au démarrage de la prairie avec Camellia et sans? Bon, on n'a pas encore regardé ce genre de résultats. C'est pas oui, enfin, on avait un certain nombre de capteurs qui n'étaient pas en place. Et effectivement, c'est un point important parce qu'on s'est observé sur des panneaux, des panneaux classiques au sol. C'est observé qu'il y a un effet protecteur, ça limite le gel. Donc c'est une question qu'il faudra qu'on regarde. Là, pour l'instant, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu de la neige. Il y a eu de la neige et du coup, en sortie de ça, l'herbe a pris du temps à repousser. Et comme il y a eu de la neige sur tout le dispositif, voilà. Donc, mais je comprends la question et elle est importante. Mais peut-être qu'elle sera peut-être moins flagrante que ce qu'on observe sous des panneaux au sol fixes. Sachant que sous les panneaux, là, il y a quand même il y a 80 cm de haut. Enfin, il me semble, c'est ça, c'est 80 dessous. Il y a quand même de l'air qui passe là. Donc ça peut limiter ces effets positifs. Donc c'est à regarder. Ouais. On démarre juste en fait. C'est vraiment la première année là. Bonjour. Pourquoi avoir fait le choix de mettre les panneaux verticaux et pourquoi pas horizontaux Comme j'ai dit tout au début, on voulait imaginer une solution qui était compatible avec l'élevage bovin. Et donc les panneaux plein sud, comme on les connaît, à très bas, où le point bas est à peu près à 1 mètre, c'est physiquement pas possible, incompatible avec les bovins. Donc on voulait travailler sur une autre solution qui nous paraissait intéressante avec l'élevage bovin. Et quand on met les panneaux à la verticale, comme ça, eh bien, on va mettre un côté plein est et un côté plein ouest. Et on va aller chercher la lumière du matin et la lumière du soir d'un point de vue production électrique. Donc ça nous semblait être un bon point de convergence entre une activité d'élevage possible et une activité de production électrique possible aussi. D'accord, merci. Merci. Bonjour. Est-ce que vous avez fait une étude aussi sur l'agrivoltaïque, sur les ovins également?
Oui, c'est en cours. Nos D'accord. premiers travaux ont été menés là-dessus, oui. Est-ce que ça devrait, les premiers résultats devraient sortir quand à peu près? On a déjà mis ça en accès sur... bon, je vous dirai tout à l'heure, mais voilà, Avec plaisir, c'est ouais. en archive ouverte. Excellent. Ok, merci. C'est juste pour dire que ça n'a rien à voir en fait en termes de microclimat. Déjà, c'est très ouvert là, les panneaux verticaux par rapport au système au sol fixe. Et donc, du coup, les effets sont très forts sur les panneaux sud, orientés sud. Voilà. Sous les panneaux, c'est très à l'ombre. Est-ce que là, les plantes voient de la lumière. Voilà. Après, le gain par rapport aux événements de sécheresse sur ces panneaux-là, ça reste encore à démontrer. Peut-être le gain le plus attendu, c'est sur le vent, certainement. Mais l'effet du vent sur la prairie, c'est peut-être pas ce qui est... bon, a priori, ça a un effet aggravant des sécheresses quand même. Quand il y a beaucoup de vent en période chaude, ça dessèche plus vite les plantes. Donc ça va certainement accentuer le dessèchement. Donc on peut s'attendre qu'avec un peu moins de vent, avec des panneaux comme ça peut peut-être ralentir un petit peu la déshydratation. Mais en termes de microclimat, ça n'a rien à voir par rapport aux panneaux orientés sud, en fait. Merci Catherine pour le temps. Merci à tous et bon après-midi. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.